Bienvenue sur Chronique, les séries de podcasts inédits de Mapato. Dans nos podcasts, nous donnons la parole à des patients, des aidants et des soignants. Alimentation, sexualité, travail, gestion du quotidien, prise en charge. Nos invités nous partageront leurs expériences, leurs conseils et leurs visions. L'objectif est simple, informer et déstigmatiser la vie avec une pathologie dans un esprit positif et collaboratif. Je suis Lorraine, je suis patiente chronique et je serai votre hôte sur Chronique. Je vous emmène à la découverte de ces témoignages qui, je l'espère, pourront vous éclairer et vous accompagner au quotidien. Bienvenue dans cette série de podcasts dédiés au TDAH, rendue possible grâce au site Parlons TDAH. Dans cet épisode, nous plongeons dans l'univers d'Anne, une coach de vie et professionnelle spécialisée dans le TDAH, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Anne a traversé un voyage de découverte de soi qui a commencé en 2015, lorsqu'elle a été diagnostiquée tardivement avec le TDAH. Pendant des années, elle avait lutté avec des difficultés liées à la gestion du temps, à l'organisation et à l'attention, sans savoir ce qui en était la cause. Des retards, des problèmes de concentration et une impulsivité apparente ont caractérisé son quotidien depuis son enfance. À travers son parcours, Anne a fait face à des défis académiques, des difficultés dans ses relations interpersonnelles et une estime de soi fragilisée. Mais c'est à travers ces épreuves qu'elle a puisé sa force et sa détermination à trouver des solutions. Après son diagnostic, Anne a entrepris un voyage de compréhension et d'acceptation de son TDAH. Elle a cherché à comprendre le fonctionnement de son cerveau et à découvrir des stratégies pour surmonter les défis quotidiens. Ce processus l'a conduite à se former au TDAH et au coaching en neurosciences appliquées, afin de pouvoir non seulement gérer ses propres symptômes, mais aussi aider les autres dans leur parcours similaire. En 2017, Anne a lancé le site Le TDAH au quotidien, offrant des conseils, des astuces et des ressources pour ceux qui vivent avec le TDAH. Ce projet est rapidement devenu bien plus qu'un simple blog, évoluant vers une entreprise où Anne offre un accompagnement individualisé aux personnes ayant un TDAH ou non, ainsi qu'à ceux qui cherchent à comprendre et à soutenir leurs proches. Aujourd'hui, Anne gère avec succès son entreprise tout en jonglant avec les défis inhérents du TDAH. Je vous laisse sur notre discussion et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Bonjour Anne. Bonjour Lorraine. Bienvenue sur le podcast Chronique. Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui. On va aborder le TDAH et surtout donc la gestion au quotidien. Donc je veux bien que tu commences par te présenter. Alors, je suis Anne Juguet, je suis coach de vie et coach professionnel spécialisé TDAH. Donc j'ai fait des formations sur le TDAH, j'ai fait une formation en coaching spécialisée neurosciences appliquées et surtout j'ai moi-même un TDAH. Et c'est ce qui m'a amenée à créer en 2017 le site Le TDAH au quotidien et puis à évoluer avec ce site et puis au travers du coaching après. Super. Eh ben, on peut commencer peut-être par expliquer un peu comment toi tu as été diagnostiquée, à quel âge, comment tout s'est déroulé pour toi. Ouais. Alors moi, j'ai été diagnostiquée assez tard en fait. J'étais en fin d'études, c'était en 2015. Alors le diagnostic a duré, on va dire, 1 an et demi pour finaliser vraiment le diagnostic. J'ai, en fait en 2015, bon ça faisait déjà des années que, j'avais des difficultés qui étaient liées au TDAH, mais je savais pas ce que c'était. Donc j'essayais de gérer mes différentes difficultés dans mon coin, en lisant, en apprenant, en faisant des tests, voilà, en essayant des choses. Puis au bout d'un moment, je me suis aperçue que il y avait certaines difficultés. J'avais beau essayer 1 million de choses, j'y arrivais pas à gérer ça, notamment tout ce qui était gestion du temps, organisation. Et puis un jour, je me suis dit: «Bon, je sais pas, j'ai pas les clés, j'arrive pas à m'en sortir toute seule. Si ça se trouve, j'ai, un problème au cerveau, je sais pas, j'ai des neurones qui se touchent pas». Et donc je me suis dit: «Allez, je vais aller voir un neurologue». Et là, le neurologue, m'a dit: «Ah bah oui, c'est un TDAH, alors il y a ci et ça comme médicament». Ouh là, attendez, déjà qu'est-ce que c'est un TDAH? Et puis, voilà, et donc il m'a demandé d'aller me renseigner et puis comme je déménageais de poursuivre, donc dans la nouvelle ville où je serais. Sauf que
En fait, quand je suis arrivée dans ma nouvelle ville, j'ai pas réussi à trouver tout de suite un psychiatre pour pouvoir finir le diagnostic. Donc en fait, j'ai mis 1 an et demi pour réussir à avoir quelqu'un qui me dise oui, oui, c'est bien ça, c'est bien un TDAH. Donc voilà, ça a duré un sacré moment pour réussir à faire ça, entre la procrastination, les professionnels qui sont tous surbookés, sachant qu'il y en a beaucoup qui sont pas formés là-dessus ou qui s'occupent pas des adultes ou voilà. Et c'est ça. Et je voulais savoir justement en 2015, du coup, tu avais quel âge à l'époque au moment où tu étais en quête de ton diagnostic? Alors, ouais, je devais avoir 26 ans, ouais, c'est ça. Donc déjà adulte. Exactement. Et du coup, ça faisait combien de temps, à peu près, où tu sentais que justement cette difficulté était compliquée pour toi à gérer? Bah, c'est difficile parce que quand on est enfant, en fait, on voit bien qu'on a des difficultés à divers endroits, mais en fait, on fait pas de lien, en fait. Ouais, ça. Oui, j'ai des difficultés à l'école, on me dit que je suis dans la lune, on me dit que ci, que là, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça, mais en fait, on voit pas les choses en termes de symptômes, en fait, quand on est enfant. Donc et c'est après en grandissant, je me suis à l'époque, je m'intéressais énormément à tout ce qui était philosophie, psychologie et donc j'aimais bien lire, apprendre sur ces sujets-là et puis surtout, j'avais besoin de comprendre le monde parce que je comprenais pas, hem, les la plupart des humains, avaient des façons de fonctionner complètement différentes de moi, en fait. Donc dans ma famille proche, ils étaient plutôt comme moi. Mais sinon, j'avais du mal à comprendre, les gens, comment ils fonctionnaient, pourquoi ils avaient telle ou telle réaction et donc j'avais besoin d'apprendre à mieux les comprendre et d'apprendre à mieux, moi, me comprendre. Donc c'est comme ça que j'ai fini par faire des liens logiques entre telle et telle difficulté et hem et par petit à petit à arriver, à ce diagnostic. Est-ce que pour trouver justement un psychiatre qui puisse, on peut dire, officialiser en gros le diagnostic et ensuite que tu aies une prise en charge, justement, tu as trouvé direct le bon ou justement ça a été un peu un périple? Ça a été un peu un périple parce que, quand j'allais voir les psychiatres, soit ils connaissaient pas le TDAH, soit ils pouvaient pas m'aider, soit parce ils avaient plus de place, soit parce que, ils faisaient autre chose et je me souviendrai toujours d'une fois où j'ai été voir c'était un psychanalyste lacanien et je suis arrivée dans son bureau avec mon dossier alors parce que ça faisait, 1 an que je créais un dossier avec tous mes symptômes et enfin tout ce que j'avais pu analyser de moi et je suis arrivée avec mon gros dossier, devant lui et je lui ai donné le dossier et il l'a posé à côté de lui, il a rien regardé du tout et il m'a dit, donc il m'a posé 2-3 questions, il m'a dit: «Bon écoutez, moi le TDAH, je je suis pas trop pour, ce genre de diagnostic. Pour moi, vous avez, un trouble d'anxiété généralisée, donc je vais vous aider, pour ça. Par contre, c'est un processus qui est très long, ça peut durer une dizaine d'années et il va falloir, alors il a pas dit avec exactement avec ces mots, mais en gros, il va falloir vous sortir les doigts des fesses, quoi». Ouais, compliqué d'avoir ce type de phrase, j'ai envie de dire, quand on est en quête d'un C'est-à-dire que diagnostic. mais oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée là-bas avec tous mes espoirs. Je galérais depuis longtemps, j'étais pas bien du tout à cette époque-là, j'étais un peu en dépression. Et quand tu arrives devant un professionnel et qui te sort ce genre de choses, il y a un peu le ciel qui tombe sur la tête, quoi. Donc il a rien regardé de tout mon travail que j'ai fait et il me dit qu'il faut que je me bouge. Bon, à un moment donné, voilà, quoi. Donc je suis sortie de chez lui, en pleurs. J'ai pleuré après pour pas le qui voilà, parce que je voulais pas qu'il me voie pleurer. J'imagine, ouais. Puis je suis arrivée chez moi, ça a été horrible. Je pleurais, j'étais en pleine crise de colère Mmh. et finalement, en fait, c'est ça qui m'a permis cette colère et cette souffrance qui m'a permis d'avoir, une espèce de sursaut, où je me suis dit: «Je m'en fous, je vais rappeler tous les professionnels que j'ai déjà appelés» et donc dans l'après-midi, j'ai envoyé des messages à tout le monde, un peu de SOS et
le lendemain, il y en a un qui m'a renvoyé un message: «J'ai une place après-demain si vous voulez et donc voilà, venez tout de suite, mais répondez-moi vite». Ouais, Et chouette. c'est comme ça que j'ai réussi à trouver mon psychiatre qui m'a suivie pendant à peu près 9 mois pour une TCC. Donc voilà. OK. Finalement, hein, parfois des mauvaises expériences, On t'a après amené rapportent beaucoup. exactement, on t'a amené vers le bon professionnel qui a pu t'accompagner donc Ouais. on tire quand même du positif de certaines mauvaises histoires, on va dire. Je voulais savoir justement si ça va un peu avec la question que je t'avais posée tout à l'heure, mais si tu avais remarqué justement les difficultés que tu énonçais tout à l'heure, si tu les avais remarquées depuis un petit moment ou c'est en te rendant compte de ces problématiques-là que tu t'es dit: «Ah oui, mais je les avais bien avant en fait, mais j'avais jamais remarqué que ça pouvait être des signes du TDAH». J'ai toujours su que j'avais, des difficultés à m'organiser correctement, que j'étais tout le temps en retard, j'arrivais pas à gérer le temps, j'arrivais pas à voir le temps, que, je pouvais, heu, pas poser mon attention au bon endroit, au bon moment, que je pouvais, être impulsive, mais voilà, j'avais pas avant mon diagnostic, depuis quelque temps, j'avais l'impression que c'était lié parce que c'était les seules choses que je n'arrivais pas à faire bouger. Hem, mais je connaissais pas le TDAH donc et c'est quand j'ai eu le diagnostic, quand le neurologue m'a dit: «Vous avez un TDAH, allez voir des sites là-dessus». J'ai été voir, à l'époque, c'était, TDAH adulte, OK. le site de Pascal Faure, qui était le seul à l'époque qui avait un site comme ça, et j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux, quoi. Et ça a été une révélation. À ce moment-là, je me suis dit: «Mais oui, mais c'est bien ça!» Ouais, tu cochais un peu toutes les cases, on va dire, de ce que tu voyais, en fait, de son témoignage à lui. C'est ça, je cochais toutes les cases. J'ai vraiment vu ma vie défiler devant moi, quoi, en lisant son site. Mmh. Donc voilà et c'est à ce moment-là que j'ai fait le rapprochement entre les différentes difficultés que j'avais et que je voyais que j'avais depuis que j'étais toute petite et ce diagnostic, on va dire. Ouais, c'est ça et justement, toi, le fait de pouvoir te rendre compte qu'il y avait d'autres personnes qui vivaient la même chose que toi, ça a été justement, positif? Enfin, tu t'es dit: «C'est bon, je suis pas la seule dans le bateau»? Oui, parce que, quand on va dire, quand on en est au stade où on se bat contre ces difficultés-là, on se sent vraiment super seul. Les autres ne comprennent pas nos difficultés, comprennent pas pourquoi on n'arrive pas à faire ci ou ça, pourquoi on fonctionne comme ci ou comme ça et ça provoque beaucoup d'incompréhension, beaucoup de colère de part et d'autre, et c'est très difficile à vivre. Et quand on s'aperçoit qu'en fait, on est toute une partie de la population à être comme ça et qu'on n'est pas un martien arrivé sur Terre par hasard, on se dit: «Waouh, je suis pas seule au monde, en fait, on est plein comme ça». Et autre chose aussi, s'il y a un diagnostic, s'il y a une façon de fonctionner qui est déterminée et qui est, connue, ça veut dire qu'il y a des solutions et ça veut dire qu'on va pouvoir m'aider et alors ça, c'est super de le savoir. Ouais, c'est important, c'est très important et justement, comment le TDAH, toi, il a impacté ta vie quotidienne? Dans plein de, ça impacte tout, en fait. Ça a été, pendant toute mon enfance, les études ont été compliquées, par exemple, mon enfance, mon adolescence, parce que j'avais des difficultés à, faire attention aux bonnes choses au bon moment, que du coup, c'est l'apprentissage était plus difficile forcément. Heu, L'organisation, la gestion du temps, j'y arrivais pas. Hem, donc j'étais en retard, j'étais, lente quand je faisais mes devoirs, donc du coup c'était, les études, j'étais, dans la moyenne avec énormément d'efforts. Hem, Plus tard, pour trouver un travail aussi, ça a été compliqué parce que, comme on m'a répété toute mon enfance que, j'étais trop lente, que j'étais pas organisée, que j'étais toujours en retard, que j'étais dans la lune, et cetera et cetera. On me disait: «Voilà, si tu continues comme ça, tu trouveras jamais de travail»
Et donc, en fait, je suis arrivée le jour où il a fallu que je trouve du travail avec une estime de soi extrêmement basse et en me disant, mais en fait, je vais jamais y arriver. Et donc, j'ai énormément galéré à trouver du travail parce que j'avais peur, parce qu'en fait, j'avais pas envie, parce que pour moi, le monde du travail, c'était une torture permanente qui allait durer jusqu'à la fin de ma vie. Donc, ça n'aide pas à trouver du travail. Et donc voilà, dans les études, pour tout ce qui est le domaine du travail, ça a eu énormément d'impact. Dans ma vie personnelle, bah, tout ce qui est l'impulsivité, la difficulté à gérer les émotions, à les exprimer correctement, Mhm. ça a joué aussi, puisqu'en fait, c'est difficile d'avoir des relations épanouissantes quand quand on a du mal à communiquer avec les autres et qu'on a du coup une très mauvaise estime de soi. Donc, donc voilà, il y a ça. Il y a énormément de choses. Par exemple, pour conduire aussi, ça m'a impacté le TDAH parce que comme je savais que je pouvais être facilement dans la lune, que je pouvais facilement me perdre, etc. Euh, et que en plus, bah, c'est voilà, conduire la voiture, c'est quelque chose qui potentiellement peut être dangereux. Et quand on a un peu la trouille de tout, et ben on a la trouille de conduire. Et donc du coup, pour moi, apprendre à conduire et avoir une voiture, c'était une montagne pour moi. Et c'est vrai que ça a été très difficile. Pendant longtemps, j'ai procrastiné d'avoir une voiture. Après, j'ai réussi à avoir une voiture, mais bon, il fallait pas que je roule très loin. Enfin bon, ça a été quelque chose de difficile. Pour aujourd'hui, pour gérer mon entreprise, c'est pareil, il y a eu pas mal de choses qu'il a fallu que je mette en place pour arriver à gérer. Parce que ce qui est bien dans le monde du travail, quand on est dans une entreprise, c'est qu'on a un cadre. Donc parfois, il est pas bon et il nous empêche de fonctionner, mais n'empêche qu'il y a un cadre. Dans une entreprise, c'est à nous de poser le cadre. Et quand on a un TDAH, poser un cadre et le suivre, c'est difficile. Donc voilà. Donc vraiment, voilà, dans tous les domaines de vie, ça joue et à des niveaux parfois où on s'y attend pas. Ouais. Et par exemple, pour le sommeil, est-ce que toi, tu as eu des troubles du sommeil étant petite? Est-ce que tu en as toujours ou tu n'en as pas du tout eu? Alors, des troubles du sommeil, alors j'ai surtout eu, et encore parfois, le syndrome des jambes sans repos, mais qui fait qu'on a besoin de bouger les jambes et on n'arrive pas à dormir parce qu'on a ce besoin-là de bouger. On peut pas rester immobile. Et donc ça a pu m'impacter. Sinon, en règle générale, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir toujours eu un bon sommeil. Seule difficulté, c'est que j'ai tendance à aller me coucher trop tard parce que voilà, j'ai j'ai toujours tout un tas de choses à faire qui retardent, ou alors j'ai le cerveau qui est en ébullition et donc C'est du ça. coup, j'ai besoin d'un certain temps entre le moment où j'arrête de travailler ou de faire mes activités de la journée et le moment où je vais dormir. Donc Je voilà. vois bien. Quels sont les principaux défis auxquels tu fais face en tant que personne ayant un TDAH, du coup? Bah, du coup, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, hein, le défi au niveau des études, réussir à avoir mes diplômes, à être dans les temps. Hem, le défi pour trouver du travail à l'époque où j'ai fini mes études, donc c'était la période où, j'essayais de me faire diagnostiquer. J'ai essayé de trouver du travail, j'avais en même temps un projet, je voulais devenir réalisatrice indépendante. Sauf que, j'arrivais pas du tout à gérer ni mon organisation, ni rien du tout. Et donc je n'arrivais ni à trouver du travail, ni à créer mon activité là-dedans. Donc du coup, j'étais en dépression, je me disais: «Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi?» Et à ce moment-là, je voyais vraiment pas comment j'allais m'en sortir et je me disais: «Mais en fait, je vais finir soit dans un hôpital psychiatrique, soit sous les ponts, parce que je vais jamais y arriver». Donc ça a été une période très dure jusqu'à ce que je trouve un peu ma voie. Voilà, puis plus tard ça a été le défi quand j'ai eu mon entreprise, ça a été d'apprendre à me cadrer,
avoir des horaires, avoir une organisation qui fasse que j'avance dans mes projets. Voilà, au niveau des défis, ouais, voilà, je t'ai déjà dit un petit peu Mmh. les différentes choses que j'ai vécues, ouais. Quelles sont les choses que tu as mis en place justement pour gérer ces difficultés? Une chose qui m'a énormément aidée, ça a été d'apprendre à faire des stops. C'est-à-dire, quand, quand je vois qu'il y a quelque chose qui est pas OK, par exemple, je suis pas en train de, faire attention à ce à quoi je devrais faire attention, ou quand je suis en train de partir dans des activités diverses et variées au lieu de faire ce que je dois faire, ou quand je suis en train de m'embarquer dans des états émotionnels, avec des pensées négatives, tout ça. Au moment où je prends conscience de ça, stop. Je m'arrête, j'observe et je me pose les bonnes questions. OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que j'étais censée faire ça? Qu'est-ce que je décide? Voilà, juste reprendre conscience de ce qui se passe et pour faire des choix en conscience, en fait. Quel que soit le choix. Même si, le choix, c'est de continuer à procrastiner, au moins je le fais en conscience. Ouais, pleine conscience de ce que tu es en train de faire actuellement. Ouais, voilà. Après, pour la gestion du temps, ça a été, une des choses qui m'a le mieux fait avancer, ça a été le rétro-planning. C'est-à-dire partir du moment où je suis censée arriver au rendez-vous et après à chaque fois rajouter donc, en allant à l'inverse du temps, jusqu'à l'instant présent, rajouter voilà, donc là je mets une zone, tampon où, voilà, faut que j'arrive 5 minutes avant. Après il y a le temps de trajet, j'ai besoin de tant de temps. Après il y a le temps de préparation, j'ai besoin de tant de temps et en fait, au lieu de me dire, Heu, oui, bon allez, je continue à faire la vaisselle et puis je réussirai bien à arriver à l'heure et en fait, ça n'arrive jamais. Mais en fait, voilà, j'ai commencé à fonctionner en sens inverse, c'est-à-dire: «OK, le rendez-vous, il est à telle heure, donc pour moi, le rendez-vous, il est à telle heure, donc je prends tant de transport d'avance, donc ça veut dire que mon transport, il est à telle heure» et en fait, du coup, avec ça, ben, on gère le temps en fonction de ce dont on a réellement besoin pour faire le trajet, pour arriver à l'heure au rendez-vous plutôt que d'essayer de se conformer au temps qui passe, en C'est fait. ça, exactement. Mais c'est un entraînement, en fait, d'arriver à faire ça et en fait, au fur et à mesure qu'on fait des ajustements, il y a aussi autre chose, c'est le fait de me dire: «OK Anne, là, c'est maintenant, en fait. Oui, tu as envie de continuer à faire la vaisselle, mais là, en fait, si tu continues 1 minute à faire la vaisselle, ça veut dire que tu es 1 minute en retard déjà maintenant. Donc réussir à m'entraîner, à m'auto-coacher, en fait, à me dire: «Anne, stop, c'est maintenant». Ça m'a énormément aidée. Voilà, il y a plein de choses. Il y a eu, pour l'organisation aussi, que ce soit pour le rangement, l'organisation administrative ou ce genre de choses. Avant, j'avais tendance à procrastiner parce que j'avais pas envie de le faire et au bout d'un moment, bah, il fallait bien le faire parce que là, les échéances arrivaient ou alors la maison ne ressemblait plus à rien et en fait, du coup, à chaque fois, j'y passais une journée entière, c'était épuisant, c'était stressant. Je me suis entraînée à chaque fois faire les choses, un peu plus tôt ou un peu plus chaque jour et je me suis entraînée à me poser à chaque fois sur: «Regarde comme c'est agréable, regarde comme ça fait du bien, regarde tout ce que tu gagnes à réussir à faire ça». Et en fait, grâce à ça, beh, j'ai fini par faire comprendre à mon cerveau que, waouh, c'est vachement mieux quand on fait un petit peu chaque jour, plutôt que quand on fait tout à la dernière minute et qu'on est tout stressé et que ça va pas. Exactement. Et justement, toutes ces petites choses-là, est-ce que c'est toi qui les as trouvées, que tu les as mis en place? Est-ce que c'est avec l'aide du psychiatre? Est-ce que c'est des sites internet ou des ressources? Comment tu as mis ça en place? Un peu partout. En fait, il y a des choses, je les ai trouvées moi-même, mais en grande majorité, ça a été soit, alors au début avec mon psychiatre où on a commencé à en mettre en place certaines choses, hem et puis par mes lectures. Je me souviens à l'époque, donc je lisais beaucoup, donc il y avait différents sites, hein. Il y avait TDAH adulte, après, il y a eu, alors il y a plein de sites associatifs, hein, qui sont super et qui aident. Maintenant sur les ressources qui m'ont aidée à trouver des stratégies, il y a eu le livre «Mon cerveau a besoin de lunettes» aussi, de Annick Vincent, qui était, quand on débute, pour apprendre à trouver nos premières stratégies, c'est un livre un peu assez sympa
Et puis après, il y a j'ai lu pas mal de livres sur les problématiques spécifiques, en fait, parce que les livres sur le TDAH en général, bon, ça apprend comment fonctionne le TDAH en général, mais comment on fait quand on veut améliorer notre organisation? Bon, bah, autant lire des livres sur l'organisation. Comment on fait quand on veut gérer ses émotions? Bah, on prend voilà des livres sur les émotions. Donc et en fait à chaque fois je travaillais sur un problème. Je me focalisais sur un problème et j'avançais sur ce problème avant d'avancer sur les autres. Parce que quand on essaye d'avancer sur tous les problèmes en même temps, en fait on s'en mêle les pinceaux, on n'y arrive pas et on abandonne. Ouais, tout à fait. Donc voilà, les différents professionnels qui m'ont accompagnée m'ont aidé à avancer. J'ai fait un programme de groupe à l'époque c'était à l'hôpital Sainte-Anne que j'avais fait ça, qui m'avait fait avancer. J'ai fait 2 programmes de groupe là-bas en cherchant partout. En cherchant partout des émissions, des livres, des professionnels, voilà. Et puis après même dans mes formations en coaching, j'ai encore appris énormément de choses parce que finalement on parle de TDAH, mais au-delà du TDAH, il y a le fonctionnement humain et il y a beaucoup de nos fonctionnements qui sont pas qui sont pas spécifiquement liés au TDAH, mais qui en fait vont nous bloquer et nous empêcher d'avancer sur les problématiques du TDAH, comme l'estime de soi par exemple, ou la gestion des émotions, etc. Est-ce que toi, t'en as parlé avec des amis proches ou avec d'autres personnes? Et est-ce que tu as fait face à des stigmatisations ou des préjugés? Est-ce qu'on peut ouais. Alors dans mon cas, oui, j'en ai parlé à certains proches, ceux en qui j'avais confiance et avec qui je pouvais parler de tout. Et en règle générale, la réaction c'était oui, ok, bon. T'es sûre? Mais mes proches connaissaient pas le TDAH, donc à chaque fois j'expliquais comment ça se passait, voilà, comment c'est le TDAH, etc. Bon, c'était surtout de l'étonnement pour certains et ou voilà, ils étaient un peu dubitatifs parce que voilà, ils connaissaient pas. Maintenant, j'ai jamais eu de oui, ça n'existe pas ou c'est un truc à la mode ou ce genre de choses. J'ai jamais eu ça. J'en ai même eu qui m'ont dit oh oui, oh bah ça m'étonne pas. C'est un de mes professeurs, ça, de l'époque. Un de mes anciens professeurs, qui était un homme. D'accord. Mais lui, il en avait un aussi, je pense. Ok, c'est pour ça qu'il avait peut-être remarqué certains signes. Et justement, est-ce que là, actuellement, est-ce que tu es suivi par un ou des professionnels de santé ou pas du tout? Plus maintenant. J'ai été suivie pendant longtemps et en fait, grâce à tout ce que j'ai fait, tout le travail que j'ai fait avec eux ou de mon côté, ben, j'ai réussi à évoluer assez et à être assez bien dans mon quotidien pour ne plus avoir besoin de suivi pour le TDAH. Euh, Après voilà, pendant un certain temps, j'ai eu une médicamentation aussi pour m'aider. Voilà, aujourd'hui c'est pareil, j'ai plus spécifiquement, ça dépend. Il y a des périodes où je la reprends, mais sinon non. Euh, Après voilà, par contre en tant que coach, oui, je continue avec des collègues, on s'entraide. Voilà, quand on est professionnel, on doit aussi être accompagné pour certaines choses. Mais sinon, en ce qui concerne le TDAH, voilà, là je suis dans une nouvelle ville et je n'ai toujours pas trouvé de thérapeute dans cette nouvelle ville. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton blog et de ce que tu mets en place avec le TDAH? Oui, bah ce blog, je l'ai créé, donc le TDAH au quotidien, en 2017, donc juste pas longtemps après avoir été diagnostiquée, et quand j'ai commencé à être aidée par mon premier psychiatre, parce qu'à ce moment-là, j'ai vraiment fait un bond en fait dans ma capacité à gérer le TDAH, et je me suis dit mais j'ai galéré pendant des années, j'étais désespérée, et là aujourd'hui toutes les choses que j'apprends, ben il y a plein de personnes qui ne les connaissent pas et qui sont désespérés comme moi j'étais désespérée avant. Donc il faut absolument qu'ils sachent. Et donc c'est comme ça que j'ai créé le TDAH au quotidien. Au début, c'était un blog pour communiquer aux gens tout ce que j'apprenais. Et puis parce qu'en fait, je m'étais pris de passion pour ce sujet-là. Et puis au fur et à mesure, ça a évolué. Les gens ont commencé à me faire plein de retours et j'ai compris qu'en fait, ça aidait vraiment ce que je faisais. Et donc je me suis dit, ok, faut que j'aille plus loin. Enfin, en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux en faire mon métier. Euh,
Et donc j'ai fait pas mal de formations sur le TDAH, formation, coaching, tout ça. Et aujourd'hui, je coach, donc je fais du coaching individuel sur le TDAH ou pas que d'ailleurs, hein. Je coach aussi des gens qui ont pas de TDAH, mais principalement, c'est quand même ça ma spécialité. Et puis je fais un programme de groupe qui est qui ressemble un peu au programme que j'ai pu suivre avant en fait, qui est calqué sur des programmes de référence. Avec voilà, j'ai ajouté tout ce que j'ai pu apprendre dans mes formations en coaching, en neurosciences, tout ça. Donc voilà, ça fait un gros programme, mais voilà. Donc du coup, voilà, programme, coaching individuel, et puis voilà, j'essaie de continuer à apporter à chaque fois tout ce que j'apprends dans mes articles. Mais c'est bien, tu as utilisé en fait ta propre expérience pour aider les autres, donc c'est vraiment chouette. Ouais, ouais, au début, c'était vraiment ça. Voilà ce que j'apprends, voilà ce que j'arrive à faire. Et puis au fur et à mesure, ça a évolué et aujourd'hui, j'essaie de faire des articles qui sont plus construits, plus pro, et où vraiment je donne à chaque fois des méthodes, pour que les gens puissent s'entraîner chez eux, hein, puisque Heu, effectivement, il n'y a aucune astuce, aucune méthode magique qui font que, ça va être facile d'y arriver. Ça existe pas. C'est un entraînement, en fait, de réussir à évoluer. On prend un problème, on voit un peu où est-ce que ça bloque, on teste quelque chose, on teste, une stratégie. On fait un retour, on voit, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas fonctionné. Là où ça a pas fonctionné, pourquoi ça a pas fonctionné? Et puis, qu'est-ce que je mets en place la prochaine fois pour que ça fonctionne un peu mieux? Et on reteste et on fait un retour et on reteste et on fait un retour. C'est comme un entraînement sportif, en fait. Au début, on est nul, on fait des erreurs et c'est normal. Donc faut pas se bloquer sur ces erreurs, on accepte, on avance, on continue de s'entraîner et on s'améliore petit à petit. C'est important de le souligner ça. Parce que c'est vrai qu'on peut d'un coup se stopper et se dire: «Bah non, ça fonctionne pas, j'arrête et puis c'est pas fait pour moi». Est-ce que tu as des ressources que tu as trouvées particulièrement utiles, toi, pour la gestion du TDAH? Il y a le groupe TDAH Partout Pareil que OK. j'ai suivi pendant longtemps et que j'essaie toujours de suivre aujourd'hui, qui font des choses super, qui font des mini formations sur différents sujets par rapport au TDAH, qui font des conférences tous les ans avec des spécialistes qui viennent d'un peu partout, et c'est vraiment super ça. Et ce groupe-là, on peut le trouver sur les réseaux sociaux? Chez Oui, Insta? OK. TDAH Partout Pareil, ils ont c'est une association, donc il y a un site, mais surtout ils ont des groupes Facebook par catégorie. Donc il y a pour les parents, pour les personnes adultes qui ont un TDAH, voilà, pour les professionnels, par région. Et donc ils font énormément de choses. Il y a Hyper Super aussi qui font énormément de choses et qui suivent énormément l'actualité sur le TDAH, voilà, toutes les avancées qui se font. Il y a le groupe Typique Atypique aussi qui font énormément de choses, qui sont très présents. Ah, Hem, c'est chouette. ouais. Et donc tous les ans, ils font un donc c'est en juin, la journée du TDAH avec, pendant une semaine, ils font, plein de conférences, d'activités, c'est super. Oui, en livre, il y avait, Mon cerveau a toujours besoin de lunettes de Annick Vincent, qui a fait des vidéos aussi qui sont très intéressantes sur, le TDAH et des astuces OK. qu'on peut mettre en place. Bon, il y a le site de Pascal Faure aussi, hein, TDAH adulte. Après, c'est vrai que, quand on veut, trouver des stratégies et pour les mettre en place chez soi, c'est vrai que c'est pas facile de trouver des endroits où on va trouver quelque chose clé en main, en fait. Parce que une stratégie, c'est global. C'est quelque chose qui va falloir adapter à soi, adapter à ses besoins, adapter à son quotidien, à ce qu'on vit, et à ce qu'on veut aussi. Donc, en fait, en vrai, il y a un peu partout, on peut trouver des stratégies, même dans des endroits qui parlent pas du TDAH, hein. Quand on parle de stratégie pour la productivité, par exemple, il y a plein de livres sur la productivité. Maintenant, il faut,
chercher, lire un peu toutes ces stratégies-là, les tester et à chaque fois faire des adaptations. Et en gros, plus ça va être simple, plus ça va être facile à appliquer pour nous, mieux c'est. Parce que si c'est trop compliqué et trop... Ça tiendra pas sur le long terme. oui, voilà, c'est ça. Parce que ça va pas être adapté à nous. Et puis parce qu'en fait, à un moment donné, on va pas avoir envie de le faire, on va pas le faire. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu as des routines ou des démarches spécifiques qui te permettent d'avoir un quotidien justement plus apaisé? Ouais, il y a déjà le fait de me dire que me reposer, me ressourcer, c'est obligatoire, ça doit être régulier et ça fait partie du job. Souvent quand on a des difficultés à s'organiser, à gérer du temps, on peut vite être dépassé. On a la charge mentale là qui monte, qui monte, qui monte et en fait au bout d'un moment, on sait plus où donner de la tête et on s'épuise et après on est complètement crevé, on n'arrive plus à rien faire. Donc le but du jeu pour moi, c'est de ne jamais en arriver là. Donc j'ai une limite qui est claire, nette et précise et quand j'atteins ma limite, j'arrête. Point. Et il y a pas de négociation possible en fait. Je dois avoir des moments de repos réguliers. Donc j'ai mis en place des routines. J'ai adapté ma vie en fonction de mes besoins. Hein. Aujourd'hui, si j'ai une entreprise où mes rendez-vous ils sont via ordinateur, je me déplace pas pour ça. Comme, par exemple, j'ai tendance à me coucher un peu tard et à me lever un peu tard, normalement. J'ai mis en place une routine qui me permet de réussir à me coucher plus tôt. Donc, j'ai une routine du soir pour me permettre de poser mon cerveau et aller me coucher à l'heure. Donc voilà, il y a la lecture normalement. Par exemple, je lis et le fait de lire, de plus avoir les écrans et de me poser, ça me permet de m'endormir à l'heure. Ce qui fait que du coup, je peux me lever plus tôt. Et j'ai mis en place une routine du matin aussi pour me permettre de me lever, de me réveiller, de faire ce qu'il faut pour être en forme la journée. Alors après, rien n'est parfait. Hein. Il y a toujours des jours ou des moments où ça fonctionne pas, c'est normal. Hein. Rien n'est jamais parfait. Mais ça m'a permis d'être beaucoup mieux au quotidien. En fait, la plupart du temps, je suis bien. Le jour, je suis efficace parce que j'ai pas fait n'importe quoi la nuit précédente et parce que j'ai euh, mis en place des petites routines qui vont me permettre de faire des pauses régulièrement. Je vais au travail par exemple à 10h30. Et avant 10h30, donc j'ai ma routine du matin. Donc je déjeune, je fais du ménage, je vais me doucher, je mange. Mon repas du midi, il est pas à midi, il est à 9h30. Parce que à l'époque où je mangeais à midi, après j'avais le creux du début d'après-midi où je n'étais absolument plus efficace. Et en fait, ça durait du coup jusqu'à 16h, 17h, ce qui n'est pas tellement efficace quand on a une entreprise. Donc du coup, en fait, je prends un vrai bon repas le matin à 9h30. Et après, je vais au travail et j'ai juste une petite pause en milieu de journée où je fais une petite sieste. Donc, c'est-à-dire jamais plus de... Alors, normalement, c'est jamais plus d'une demi-heure. Moi, c'est 40 minutes. Voilà, Ok. chacun est différent. Et en fait, je mets des rappels sur mon téléphone avec l'application d'alarme classique qui va me rappeler, ah oui, tiens, il est telle heure, là, il est telle heure, là, il est telle heure. Donc, c'est l'heure de faire ci ou ça. Et je déroge pas aux règles, en fait. C'est-à-dire qu'il est interdit de ne pas écouter mon téléphone. Donc, en fait, je m'auto-coach, finalement. C'est-à-dire que quand je commence à faire mon enfant, ah non, j'ai pas envie, etc., il y a toujours la petite voix dans ma tête qui va dire, Anne, non. On a décidé de faire comme ça parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Point. Mais ça, c'est un entraînement, quoi. Enfin, c'est pas du jour au lendemain parce que j'ai décidé que j'allais faire comme ça et que j'allais avoir la petite voix dans ma tête que ça vient, en fait. Au début, on n'y arrive pas et puis c'est à force de s'entraîner et de s'améliorer qu'on finit par y arriver. Ouais, et t'as vu que cette organisation-là te convenait.
Du coup, tu sais que c'est comme ça que ça doit suivre, en fait. C'est ça, c'est ça. Là, je parle de, par exemple, du fait de manger à 9h30. Bon, bah, ça peut pas convenir à tout le monde. Mais moi, pour ma vie, avec mes besoins, c'était ce qu'il y avait de mieux. Et c'est pareil pour tout. La routine du soir, celle que je suis, elle va pas te convenir à toi ou à convenir à quelqu'un d'autre. Donc, c'est à chacun de voir, en fait, OK, là, j'ai mis ça en place. J'observe chaque jour qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, et je fais des ajustements à chaque fois. Ça, c'est hyper important, en fait. Toi, comment tu perçois un peu l'évolution et surtout la compréhension de la prise en charge en fait du TDAH chez les adultes, vu que tu as tout cet aspect coaching justement et que tu vois d'autres personnes? Je sais que beaucoup de gens ne voient pas vraiment d'évolution. En vrai, moi, je vois de l'évolution. C'est très lent, mais je vois de l'évolution. Quand j'étais petite, on savait même pas ce que c'était que le TDAH. Ouais. Mon petit frère avait été diagnostiqué hyperactif. On n'utilisait même pas le mot TDAH à l'époque. Mais voilà, en gros, c'était les petits garçons qui bougent tout le temps, quoi. Voilà, point. Et il y avait très très peu de personnes qui savaient, dans les professionnels, hein, je parle. En 2015, dans ces années-là, ça a commencé à bouger un peu. On a commencé à voir de plus en plus euh, d'études, de communication par rapport à ça au niveau des professionnels. Et puis il y a des lois qui sont passées sur ce qu'on a le droit de faire ou pas avec le TDAH, comment on a le droit, comment on peut le gérer avec la médication, avec les différentes prises en charge. Euh, et voilà, encore il y a pas longtemps, il y a de nouvelles choses là qui sont arrivées avec la médication pour adultes. Donc en fait, les choses bougent. C'est juste que c'est très 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 lent et qu'il n'y a pas assez de professionnels en fait. Il y a trop peu de personnes. Et bon, c'est pas que pour le TDAH. Hein. Regardez dans tous les domaines de la médecine en France, on est dans la dèche en vrai. Hein. Il n'y a pas assez de professionnels pour beaucoup trop de patients. Et voilà. Et parce que là, il y a toute une génération de médecins, psychiatres, etc., ou hospitaliers qui partent à la retraite. Sauf qu'en fait, il n'y a pas assez de jeunes qui ont été formés et donc il y a une espèce de gros trou. Là, il va y avoir un laps de temps où on va rester dans le creux de la vague et où ça va remonter dans quelques années. Mais en attendant, là, il n'y a pas assez de professionnels pour beaucoup trop de patients. Et le TDAH déroge pas à cette règle-là, surtout que on a mis du temps avant que les professionnels pensent à se former sur tel ou tel sujet et notamment le TDAH. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais partager sur ton expérience? Ouais, il y a quand on a un TDAH, on a été amené à faire peut-être plus d'erreurs d'inattention, plus de bourdes, à vivre plus d'échecs dans notre passé qui ont eu des conséquences négatives et ça fait énormément baisser l'estime de soi. Et comme du coup beaucoup de personnes ont une estime de soi plutôt basse à cause du TDAH, du coup, on a l'impression qu'on va jamais y arriver, qu'on n'en est pas capable. Sauf que le cerveau, il est capable de se modifier. Il y a ce qu'on appelle la neuroplasticité, qui fait que les neurones passent leur temps à se connecter entre eux. À chaque fois qu'on dit quelque chose, qu'on pense quelque chose, qu'on fait quelque chose, qu'on a tel ou tel comportement, les neurones apprennent et évoluent en fonction des besoins. Et ça, c'est toute la vie. Hein. C'est pas de 0 à 25 ans, c'est tout au long de la vie. Et donc le cerveau s'adapte à ce qu'on vit et s'adapte à nos besoins. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que rien n'est immuable. On peut, le cerveau peut, quoi qu'il arrive, qu'on ait un TDAH ou pas, changer, évoluer, s'améliorer, et donc nous aussi. C'est important de se dire, OK, qu'est-ce que je veux changer là maintenant? À quel point c'est important pour moi? Et je me concentre sur un sujet. Et sur ce sujet-là, je vais voir les différentes stratégies qui existent, j'essaie de les mettre en place, je fais la méthode de l'essai-erreur, hein, j'essaye, fais un retour, etc., mais sur un seul point. Et faites-en un challenge, faites-en quelque chose de fun. Plus c'est amusant, plus vous dites, OK, chic de faire ça, d'y arriver, allez, d'ici un mois, j'arrive à faire ça.
et plus vous allez mettre une dynamique positive pour réussir à évoluer. Et ça va vous aider à faire bouger tous les neurones qui sont capables de changer et de faire modifier vos comportements en fait au fur et à mesure. Donc c'est s'entraîner comme pour un sport, c'est accepter d'échouer au début parce que c'est normal, et voilà. Et surtout, c'est important de se faire aider quand on n'a pas, quand on n'y arrive pas seul. Donc il y a les TCC, il y a le coaching, il y a différents thérapeutes pour différents problèmes spécifiques. C'est important de réussir à vivre bien, quelle que soit notre façon de fonctionner, parce qu'avec le TDAH, il y a énormément de choses qui sont super en vrai. Il y a plein d'atouts à avoir un TDAH. Par exemple, on a une capacité à hyper focaliser sur un travail et à être super efficace à ce moment-là. Maintenant, c'est à quel point on veut faire ça et à quel moment c'est plus efficace pour nous. Non, c'est hyper intéressant. C'est une belle fin d'épisode. Merci beaucoup, Anne, de ton partage. C'était vraiment très intéressant. Je te remercie, Lorraine. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous ne faites pas encore partie de la communauté Mapato ? Rien de plus simple pour la rejoindre. Rendez-vous sur mapato.com, mapatho.com, ou bien téléchargez notre application gratuitement sur Apple Store et Play Store. C'est pratique, rapide, gratuit, alors foncez. Pour soutenir le podcast Chronique, laissez 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Un grand merci à vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.